C'est avec une très grande joie que je vous retrouve tous réunis ici, dans ce bel équipement du Parc des Expositions. J'ai déjà eu le plaisir de croiser plusieurs d'entre vous hier soir au Théâtre municipal pour l'entretien d'Amélie Nothomb, qui a été un grand succès. Il y a plusieurs centaines de personnes qui faisaient la queue. En tout cas, les écrivains aujourd'hui ont plus de succès que les politiques, mon cher Gilles. J'ai souhaité que le temps officiel d'ouverture de ce 32e Festival du Livre soit d'abord un moment de partage. C'est pourquoi, après ce petit mot et la prise de parole de Gilles, invité d'honneur de notre festival, un débat vous sera proposé autour de la question « Le livre est-il la valeur refuge depuis le début de la pandémie ?» Pourquoi ? C'est un sujet de dissertation, de philosophie. Hein. J'aurais eu 2 sur 20. Ouais, j'aurais eu 2. Parce que tu maîtrises trop le sujet. Lorsqu'on maîtrise trop bien un sujet, on ne peut pas être bon, pédagogiquement. J'aurai plaisir, bien modestement évidemment, à débattre de cette question d'une forte actualité avec notre invité d'honneur, mais aussi avec des auteurs prestigieux, amis fidèles de notre ville, notamment Suzy, notre charmante Suzy, qu'on peut applaudir, Suzy Morgenstern, auteur prolifique, avec son acolyte, ils ont Serge Bloch, qui est à ma gauche, qui est un colmarien, qui a grandi rue de l'Ours. Si vous voulez connaître mieux l'histoire de la ville, achetez rue de l'Ours, c'est bien ça hein, le titre hein, du bouquin. Rue de l'Ours, la rue de l'Ours qui a malheureusement beaucoup changé. Aujourd'hui, c'est une rue où la moitié des logements doivent être occupés par des Airbnb. Hein. À l'époque, le papa de Serge était boucher dans cette rue. Absolument. Voilà. Ainsi qu'un libraire colmarien, François Séard. Évidemment, Jacques Lindecker, conseiller François Séard. Vous voyez, Là. Voilà, il est là. François Séard. On a également Jacques Lindecker, qui n'est pas colmarien, qui vient du Sungo, mais on aime bien le Sungo, vient ici. Alors ne dites pas que je viens du Sungo. Vous êtes originaire du Sungo. Non, je viens de Gevenheim, qui est juste à côté du Sungo. Donc vous n'êtes plus dans le Jura, plutôt dans le Jura ? C'est le premier village de la vallée de la Dolère. Le premier village de la vallée de la Dolère, Jacques. Merci de cette précision. En tout cas, on ne vous a pas embauché pour vos qualités de géographe, même comme conseiller littéraire de notre festival. Il est bien connu des lecteurs de l'Alsace et des DNA, et qui sera le modérateur de cette rencontre. Un modérateur que j'espère modéré. Nous pourrons ensuite continuer les débats autour d'un café et d'une pâtisserie. On m'a dit qu'il y aura des manalas. La pandémie nous a privés en 2020 de nombreux temps de rencontres et en particulier du Festival du Livre. Un festival bis a été néanmoins proposé en février de cette année sur Internet. Il a rencontré un beau succès avec de belles propositions. Il ne peut évidemment remplacer la rencontre en réel telle que nous la vivons aujourd'hui. Et je viens de faire un tour des différents espaces et discuter avec les éditeurs, les libraires, les auteurs et les responsables des stands, et notamment des responsables d'associations qui apprécient la nouvelle disposition. Vous voyez que c'est plus aéré que d'habitude, évidemment pour répondre aux contingences de cette Covid. C'est un moment d'échange riche et agréable et je salue la belle ambiance qui règne dans ces halls. D'ailleurs, je vous rappelle où on aura une couvée. Il y aura une deuxième prise, il y aura surtout entre Noël et Nouvel An, nous aurons une foire au vin givrée. Parce qu'elle n'a pas pu se tenir à l'été, on l'a fait entre Noël et Nouvel An. Et je vous invite tous à venir assister à des spectacles. Et évidemment, la foire au vin qui est un moment exceptionnel à Colmar. En règle générale, c'est début août. Vous la connaissez, Gilles, la foire au vin ? Pas du tout. 300 000 entrées payantes. Hein. C'est entre la fête de la bière et les vieilles charrues, mais qu'avec du vin blanc. Voilà. Et tous les gens qui arrivent à rentrer arrivent à sortir ? En règle générale, oui. Ok, c'est bien. Je remercie évidemment tous ceux qui ont rendu possible cette édition, les partenaires institutionnels, l'État. Je salue Madame Ladrac, le CNL, Conseil national du livre, la région Grand Est, Madame la conseillère régionale, la CEA, Monsieur le Président, vous êtes également un financeur. Sophia, je ne sais pas qui est Sophia. Un organisme de redistribution vitale pour les auteurs. D'accord. Vous avez droit encore avec tout ce que vous touchez comme Non, je ne sais pas. C'est mon éditeur qui gère ça. D'accord. Ça va bien, merci, monsieur le maire. Très bien, mais je n'en doute pas. Un auteur aussi prolifique, regardez le succès qu'on a. Nous avons le SCU, c'est le chauffage urbain. Nous avons Vialis, mais ceux-là, ils travaillent sur instruction. C'est nous qui leur donnons de verser des subventions. Le Crédit Mutuel, incontournable à Colmar, 60% de part de marché dans les banques. Hein.
C'est énorme. C'est énorme, mais c'est le terrain historique du Crédit Mutuel, c'est Strasbourg, c'est l'Alsace. Nous avons la Trace, c'est notre réseau de transport urbain, et même la SNCF, même lorsqu'ils sont en grève, ils sont là. Hein. Non, alors moi qui suis un ancien prix SNCF du Polar, je leur voue une tendresse absolue depuis que je les ai côtoyés au quotidien. Ouais. C'est des équipes, ils sont pas toujours en grève, il y en a beaucoup qui travaillent. Hein. Bah, bien sûr. Donc moi, dès que j'entends le ton, c'est la maison pour moi. Ah voilà, très bien, vous passez beaucoup de temps dans les trains, Gilles. Un peu, ouais. Très bien. Donc merci à eux, on peut les applaudir pour leur soutien constant. Sans eux, le festival ne pourrait pas être gratuit. Je vous rappelle que l'entrée est gratuite. Et je crois même le transport pour venir ici en bus est gratuit. Hein. Je salue le public venu de Colmar comme de toute la région qui donne son sens profond à cette manifestation. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle manifestation avec de beaux moments de rencontre et de partage. Nous avons vraiment de beaux auteurs de qualité. Monsieur le Gardinier, vous étiez déjà l'invité d'honneur du festival 2020. Oui. Je salue votre fidélité. D'ailleurs, ce n'est pas votre épouse qui va le démentir. Je l'ai vu, ça fait 32 ans que vous êtes mariés ensemble. Hein. Oui, c'est ça. Et je vous remercie aussi de votre présence avec votre épouse et de votre soutien constant. Monsieur le Gardinier, je vous invite à prendre la parole pour compléter mes propos qui étaient évidemment pas exhaustifs. Merci à vous. Bon week-end. C'est toujours pour moi un plaisir de pouvoir rencontrer les gens pour qui j'écris, dans des lieux variés. Alors j'ai la chance de connaître la ville de Colmar. C'est pas la première fois que je suis invité dans ce salon, je m'y sens bien. La région a une chaleur, des valeurs, un esprit, une gastronomie. Bon, du vin, vous en parliez, mais j'en suis moins amateur pour votre sécurité à tous. Du coup, voilà, je suis vraiment très heureux d'être ici. Merci d'avoir fait de moi votre invité d'honneur. Tous mes collègues et moi, on est là pour une seule chose, c'est proposer des émotions aux gens. Et c'est toujours un bonheur de les voir en appel de ça, physiquement, puisqu'on a été séparés les uns des autres pendant presque 2 ans. Et qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se retrouver, se revoir. Et j'en remercie vraiment tous les gens qui rendent les systèmes, les gens qui travaillent, toute l'organisation du festival qui permet cela. Donc voilà, je suis très heureux d'être parmi vous, ça va être assez joyeux. Et bon après-midi, on commence tout de suite avec une table ronde dont je n'ai pas compris le sujet. Excellent après-midi. Alors, donc Gilles, c'est une attaque directe. Non, c'est une mise en bouche, Jacques. Alors, je te rappelle que tu viens d'une vallée qui est à la limite. Non, oui, mais là, j'habite à Mulhouse, donc c'est une grande ville, donc on va se tenir. Hein. Ouais, voilà. D'accord. Donc tu n'as peut-être pas compris l'intitulé, mais tu vas répondre aux questions. Oui, je suis là pour ça. Mais je vais demander d'abord à François Séard, donc, qui avec Christelle dirige RUC, l'un de nos libraires partenaires, et qui n'est pas n'importe qui dans le monde de la librairie, puisqu'il est le trésorier du syndicat de la librairie française, et qu'il est aussi depuis peu le président de la Confédération interprofessionnelle du livre pour le Grand Est. Donc on dit beaucoup. Alors normalement, les commerçants se plaignent tout le temps. Et par contre, pourtant, on dit que le Covid, la pandémie, a été une excellente affaire pour les libraires. En tout cas, je le signale, pour les libraires qui font bien leur métier, qui sont là pour leurs lecteurs, qui écoutent et qui conseillent leurs lecteurs. Est-ce que tu abondes dans mon sens ? On pourrait effectivement dire que... Donc déjà, bonjour à tous. On pourrait dire que la période de la pandémie a effectivement non pas favorisé les libraires, mais a révélé le rôle des libraires dans les différentes collectivités, puisque ça a permis dans beaucoup de communes d'avoir des magasins, dès qu'on a été reconnu commerce essentiel, d'avoir des magasins qui permettaient d'accueillir des personnes, puisqu'il y avait une réelle demande, malgré toutes les contraintes de confinement. Et que ça a permis de remettre en avant nos compétences d'accompagnement, de choix, de transmission, de défricheur dans les livres pour accompagner, pour faire connaître les différents auteurs et du coup d'ouvrir au monde de la littérature pour un grand nombre de personnes. Je rebondis juste sur cette parenthèse très utile, monsieur le maire, sur cette question des commerces essentiels. Vous vous souvenez, vous avez été vraiment au cœur de Colmar, dans l'œil du cyclone de ce débat. Oui, comme ailleurs en France. Alors j'avais pris un arrêté à l'époque
Alors c'est un arrêté qui était assez bien rédigé pour éviter qu'on soit victime d'une censure administrative, mais on avait décrété que tous les commerces pouvaient rouvrir, hein, parce qu'il y avait une rupture d'égalité, les grandes surfaces pouvaient ouvrir, les petits commerces du centre-ville ne pouvaient pas ouvrir. Bon, entre-temps, le gouvernement a entendu le message, mais il y avait, c'est vrai, au départ, des malentendus, des choses tout à fait incompréhensibles, mais on est heureux la vie normale ait repris son cours. Alors je vais demander aux différents auteurs, on va commencer par vous Suzy, ce que les confinements ont changé ou pas. Pour les auteurs, est-ce que ce repli, parce que l'auteur est seul de toute manière chez lui, mais est-ce que ce repli a été anxiogène, a apporté pourquoi pas de nouveaux horizons, a permis de faire un bilan sur son travail? Je vais poser donc ces mêmes questions à vous trois, hein. Donc, Suzy, pour commencer. Égoïstement, c'était une bénédiction. J'ai pas eu la pression justement de prendre le train, de voyager. J'étais tranquillement chez moi et j'ai écrit. Et ça, c'est ma mission, mon but dans la vie. Alors pour moi, écrivain, c'était une merveilleuse période. Mais vous ne pêchez pas l'inspiration, vous n'avez pas besoin de l'extérieur pour l'inspiration, de pêcher parmi les gens, parmi ce qui bouge, parmi ce qui vit. Ça vous crée, tout est généré en vous-même. Et dans les livres, et au téléphone, et j'ai fait beaucoup de Zoom avec les écoles, mais j'avais pas besoin de perdre mon temps dans les voyages. J'ai rarement eu une période où j'étais aussi tranquille. Et en sortant quand même, ici, le salon du livre s'appelle les retrouvailles. Nos retrouvailles, qu'est-ce que je suis heureuse de vous retrouver. Et en tant qu'Américaine, moi, je pense que la France n'est pas appelée le pays d'exception culturelle pour rien. Parce que où au monde est-ce qu'on a des salons de livres comme ça? Je suis tellement étonnée de vous voir si nombreux qui font la queue pour acheter nos livres, des familles qui viennent. C'est juste, je suis en admiration devant ce phénomène. Et c'est vraiment un art français d'organiser un salon de livres. Et Colmar est parmi les meilleurs. Serge Bloch, Suzy parlait des États-Unis. Vous naviguez un peu entre les États-Unis et la France. Moins, c'est vrai. Moi, en ce moment, on voyage peu. En ce moment, plus du tout, quoi. Mais sur votre travail, donc, ce qui n'est pas l'écriture une autre écriture, celle du dessin. Ou Gilles, je fréquente pas tant les salons, je suis plutôt salle à manger que salon, moi. En tout cas, j'ai toujours du plaisir à venir, bien sûr, à Colmar, parce que c'est ma ville, mais autrement, je fais très très peu de salons. Mais sur la question du Covid, alors, de la pandémie, ça fait à peu près 40 ans que je fais du télétravail, donc j'ai pas été trop impacté, mais c'est vrai que depuis des années, je fais beaucoup je suis sorti un peu du livre et de la presse, où j'ai beaucoup dessiné, pour aller plutôt dans des expériences d'accueil du public, où je faisais des installations. J'ai, juste avant le Covid, fait une installation dans un lieu à Paris qui s'appelle le 104, et ça, c'était les boîtes à rire. Et c'était un endroit où on accueillait les familles, les jeunes, les moins jeunes, autour de l'humour, qui allait de la blague jusqu'à la poésie, mais tout ça c'est parti en fumée avec le Covid, parce qu'on n'accueillait plus de public. Donc j'ai eu, là, de ce côté-là, un petit blanc de 2 ans. Ça recommence un peu pour le moment, un peu là. Cette exposition, elle va se faire la semaine prochaine à Uzès. Elle va voyager un peu. Mais c'est vrai que toute cette activité de partage et d'installation du dessin dans l'espace, tout ça, ça a été suspendu. Pour le reste, dans mon boulot de dessinateur, de presse ou d'édition,
Alors là, Vous n'avez pas besoin de la vie extérieure, du mouvement extérieur. mais en fait, ça fait quand même longtemps qu'on vit, vous savez. Donc on a quand même enregistré beaucoup de choses, même si on voit. Et puis même le fait d'être déporté comme ça pendant quelques temps, de sortir de son milieu, de se retrouver ailleurs. Je me suis retrouvé moi dans ma maison à la campagne pendant 1 an presque non-stop. Ça faisait depuis mon enfance que j'avais pas vu la nature comme ça. J'avais pas vu tous les jours les fleurs changer. Quand on était gosse, les bords des routes n'étaient pas fauchés, par exemple. Et là, avec le Covid, j'ai retrouvé les routes de mon enfance. C'était extraordinaire. J'ai jamais vu autant de petites bêtes et tout. Non, quand on est auteur ou quand on est dessinateur, on fait son miel de tout, non? Alors Gilles, Parce qu'il y a le président de la CEA qui est là. On a tout un débat sur le fauchage des bords de route. Arrêtez de faucher. Non, mais parce qu'en fait, les Alsaciens aiment bien quand c'est fauché au bord de la route parce qu'ils craignent toujours le lapin qui va sortir entre 2 fleurs, qui va passer sous les roues de la voiture et qui va créer un accident. Oui, donc, on vous remercie de votre soutien. On poursuit notre politique de fauchage tardif et merci pour votre soutien pédagogique. On n'a pas besoin de faucher la route, c'est propre quand même, quoi. Hein, voilà. Merci. Voilà. Gilles, associé à notre campagne de communication. Surtout que ça ne retirera rien à la fourberie du lapin. Lapin. Donc Gilles, sur ton inspiration par rapport au confinement, à la fermeture des lieux, est-ce que de toute façon chez toi c'est une caverne, tu t'isoles, tu travailles? Non, je suis quelqu'un de très en prise avec le monde. Donc en fait c'était juste un changement de données en fait. Et alors on s'est retrouvé à faire du bénévolat dans les hôpitaux à côté de chez nous. Mon fils est pompier volontaire. J'étais privé des gens. J'aime bien les rencontres avec les gens. J'aime bien savoir pour qui j'écris. Alors c'est pas l'inspiration qui me manquait, c'était vraiment le contact, puisque moi mes livres sont vraiment destinés à distraire ou à aider ou à amuser les gens. J'en profite pour faire une incise, puisque je crois que tu es le seul qui, dans chacun de ses livres, à la fin, consacre un chapitre à ses lecteurs, ouais, tout à fait. ses relations avec ses lecteurs. Et donc, pendant le Covid, en fait, ce que j'ai fait, c'est que pour ne pas complètement couper le lien avec les lecteurs, j'avais mis à leur disposition une adresse mail sur laquelle ils pouvaient envoyer leur numéro de téléphone et leur prénom. Et je piochais dedans tous les jours au hasard. J'ai reçu pas loin de 9000 mails de contact. Et pendant les 3 mois les plus durs, on va dire, j'ai passé plus de 850 coups de fil. Donc en fait, je ne savais pas chez qui je tombais. Je faisais un numéro de téléphone au hasard. Je n'avais qu'un prénom. Je ne savais absolument pas chez qui je tombais. C'est très romanesque. J'ai adoré. J'ai adoré. Ça, c'est incroyable. Il n'y a pas une fois où ça n'a pas été extraordinaire. Donc j'ai eu des gens qui dirigeaient des EHPAD, j'ai eu des gens de tous âges. Ça a vraiment été extraordinaire. Il y avait quelque chose qui, moi, m'a plu dans la pandémie. Hormis la catastrophe sanitaire que ça peut représenter, les pertes qu'il y a eu pour les gens. C'est que d'un seul coup, on ne parlait plus des soldes et de la Coupe d'Europe. Les gens parlaient de ce qui leur manquait. Les gens parlaient de ce qui comptait pour eux, de ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont commencé à se rendre compte de ce qu'était une vraie liberté telle qu'on l'a dans notre pays, de l'importance de tas de gens qui fauchent les routes, qui soignent les gens, qu'on ne voit pas, qu'on ne calcule plus à notre époque tristement, et qui sont en fait le moyen de fonctionner de notre société humaine. Et le déconfinement m'a presque plus déplu parce qu'on a l'impression qu'on a relâché les crétins d'abord. Oh, c'est joli. Et du coup, d'un seul coup, on a les gens qui en fait étaient déjà convaincus de cet aspect humain et cette nécessité de revenir à l'essentiel ne sont pas ceux qui ont pris la leçon puisqu'ils l'avaient déjà en eux. Donc en fait, pour moi, le confinement, ça a été une période de renforcement, de notion d'aide. J'ai écrit, mais j'ai pas, même si mon héroïne est une infirmière, c'est une histoire que j'avais dans la tête depuis un moment, j'ai pas attendu la pandémie pour me rendre compte à quel point ces gens-là étaient importants. Et en fait, ça a juste été une période de ramener à l'essentiel, de resserrer les choses, de revérifier les choses et de dire aux gens à quel point ça fait plaisir. Quand je les vois venir, que je vois leurs yeux par-dessus les masques, ça me bouleverse. Aucun Zoom ne rend ça. À la fin, j'avais une technique pour faire foirer les réunions Zoom parce que j'en avais beaucoup. Je faisais des bruits avec ma bouche. Si jamais on retourne en pandémie, on le saura. Et vous répondez plus aux questions. Et au bout d'un moment, les gens accusent la connexion et on coupe et on repasse au téléphone qui marche aussi bien. François Céard,
on parlait de cette vie, enfin des demandes différentes. Est-ce que on parlait des nouveaux modes de fonctionnement, le click and collect, notamment à la librairie. Est-ce que les demandes des acheteurs, des visiteurs, des lecteurs ont changé durant la pandémie? Avant de répondre à la question, je dirais que la pandémie, effectivement, a permis de faire un recentrage et de redécouvrir qu'on pouvait avoir du temps. Ce qui, effectivement, est favorable à la notion du livre et qu'on était peut-être dans des situations où on avait un monde qui nous poussait tout le temps et on allait de l'avant en permanence. Donc, il faut aller de l'avant, mais il faut aller de l'avant en regardant ce qui se passe autour de nous, notre environnement. Et les absences, justement, de relations, les absences forcées, les problématiques de non-rencontre avec les situations de Zoom, qui sont des palliatifs, mais qui ne sont pas des vraies solutions, ont été renforcées et ont permis, à mon avis, de faire ressortir des valeurs très importantes qui sont le temps, la relation, l'échange, qui sont des choses qu'on peut retrouver effectivement dans les ouvrages. Et ça, c'est quand même un fondamental. Si on veut continuer à vivre en société, il faut vivre à plusieurs. Et quand on vit à plusieurs, il faut échanger. Et oui, vous lirez. Oui, non, mais c'est vrai que c'était une surprise. On entend toujours dire que les gens lisent moins, enfin que les jeunes lisent pas, et de voir que la pandémie, ça a été un moment où tous mes copains éditeurs m'ont dit que ça avait plutôt été une période prospère et que les ventes étaient bonnes. Enfin, les gens ont acheté des livres. C'est étonnant qu'à un moment de tension comme ça, les gens se retournent vers le livre. C'est surprenant, alors qu'on entendait depuis des années la tablette, le machin, le bidule. Et voilà, c'est bien l'intitulé de cette rencontre, Gilles. C'est très fort, Jacques. pour rebondir sur ce que disait François, en fait, au-delà de la redécouverte du temps disponible, les gens ont eu aussi envie, et j'espère que ça va perdurer, de redécouvrir une sincérité, une intégrité, quelque chose de plus profond que cette espèce de culture du bruit environnement qui nous empêche de réfléchir et de ressentir. Alors, je reviens donc à la question partons des rayons pour prendre quelque chose de très concret. Moi, je me disais, le polar a dû vraiment, parce que le polar est anxiogène également, le polar a dû céder sa place à des choses qui font un peu de bien, au bien-être. La jeunesse. Non, quand on regarde les évolutions des différents rayons, si on voulait rentrer dans des notions de chiffres un petit peu violentes, passons 2 minutes là-dessus. On constate effectivement depuis le début de l'année, alors sur le périmètre des librairies, puisque les librairies françaises ont un observatoire qui permet d'avoir les chiffres d'à peu près 400 librairies en France pour un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros, donc qui commence à être assez représentatif. Il y a une évolution globale depuis le début de l'année qui est aux alentours de 25% d'augmentation, avec des disparités fortes en fonction de certains rayons. On a les rayons littérature qui sont légèrement en recul par rapport à ces 25%. Ils vont être plutôt de l'ordre de 17-18%. Et on va voir une explosion d'autres rayons, comme notamment la BD. Il faut le micro, Serge, si vous intervenez. Donc, on va revenir sur la réflexion de Serge juste après, mais on a un rayon, donc, qui est le rayon bande dessinée, qui fait plus 70%. Et en fait, on a d'autres rayons, comme le tourisme, qui avait été vraiment très abîmé. Et pour cause. On a le rayon art, on a les rayons pratiques. Donc, on a effectivement des rayons à vocation de loisirs qui semblent reprendre un petit peu. Mais pas à la hauteur de l'évolution. Donc ils sont légèrement en dessous. Donc on a vraiment un marché qui est tiré par la BD et notamment à l'intérieur de la BD par un secteur qui est le manga. Et ceci grâce à une disposition de l'État qui est ce qu'on appelle le Pass Culture, puisque ce Pass Culture a été ouvert donc au mois de mai et au mois de juin. Et donc le principe c'est d'allouer 300 € aux jeunes l'année de leurs 18 ans. Et ils les dépensent avec des applications. Donc on a une très forte demande sur les mangas, mais par contre ce qui est assez encourageant, c'est qu'on a également de la demande sur d'autres types d'ouvrages et que les orientations choisies par ces étudiants sont plutôt en sciences humaines, peuvent être en cuisine, peuvent être en littérature, et elles ne sont pas complètement finalement absorbées malgré tout par le manga. Et l'autre phénomène qui est intéressant par ce Pass Culture, c'est que toute cette population a la possibilité de redécouvrir des lieux de vie que sont les librairies, de revenir échanger en ville, de partager des choses avec leurs amis, parce que du coup, il n'y a plus ce blocage de l'accès à l'objet. Ils ont la possibilité d'aller acheter les ouvrages, d'en discuter, de les partager, de les échanger. Et je pense qu'on va commencer à toucher l'essence un petit peu de ce qu'est le livre et ce qui nous rassemble ici. C'est cette notion d'arriver
à partager, transmettre des émotions, se faire découvrir des choses, aller de l'avant. Alors, donc, tu et Gilles a déjà répondu en partie, mais on va y revenir. Donc, à la question que je vais poser maintenant, c'est que toutes les études montrent que le livre a été et est et continue d'être la valeur refuge depuis le début de cette catastrophe sanitaire par ailleurs. Et je vais vous demander pourquoi, à votre avis, pourquoi le livre est devenu cet endroit, ce lieu et ce moment où ça va bien, où ça va mieux. Pourquoi c'est un refuge, Suzy? Je ne savais pas comment préparer cette table ronde, alors j'ai écrit un poème. Est-ce que vous avez le courage de l'écouter? Allez-y. Pourquoi des livres? Pourquoi je lis? Surtout pour survivre, surtout parce que je suis. Je lis, donc je suis. Je suis parce que je lis. Et pour qu'on ne me dérange pas dans ma bulle, les pages que je tourne me plaisent, me stimulent, les pages que j'accumule. Je lis parce que ça me fait voyager, tout en restant sans bouger. Les livres sont des messagers. Je lis pour faire comme si c'était moi dans l'histoire. Si les héros s'en sortent, ça donne de l'espoir, espoir et victoire. Je lis pour échapper à l'ennui, sous ma couette avec un livre tout enfoui. Un livre produit la magie. C'est très long, mais voilà, vous avez eu l'idée. Il faudra qu'on trouve l'intégralité quelque part, mais le début est très joli. Je crois que quand j'achète un livre, c'est comme si j'achetais le temps pour le lire. J'ai actuellement chez moi assez de livres pour au moins 150 vies. Je crois qu'il y a ça. Et je me promets chaque jour de ne plus acheter un livre pour lire ce que j'ai. Et c'est vrai que nous, lecteurs, ce temps, tout d'un coup, on avait ce temps. Et j'ai lu, et j'ai lu, et j'ai lu. Gilles, pourquoi le livre valeur refuge dans les temps de catastrophe? J'ai toujours tendance à globaliser le problème. C'est-à-dire que les technologies qui posent des problèmes régulièrement ont été un outil fabuleux aussi. Je me moquais de Zoom tout à l'heure, mais ça a permis à des tas de gens de rester en contact, des familles de rester en contact. On ne peut pas aujourd'hui parler de la vie humaine sans parler des plateformes vidéo, sans parler de la télévision, qui a eu une explosion aussi exponentielle pendant la pandémie. C'est important. Je pense que le public qui lit cherche autre chose. La littérature, comme le dit si joliment, c'est vraiment quelque chose qui est particulier. C'est un espace de ressenti dans lequel on va à sa vitesse, dans lequel on n'est pas coupé par la pub. On peut lire n'importe où, à son rythme. Il y a une espèce de disponibilité immédiate. Je pense que les gens ont besoin d'une profondeur. La littérature, c'est vraiment l'émotion de l'intérieur. Et je pense que les gens sont en appel de ça. C'est-à-dire quand l'extérieur est à ce point chamboulé, quand l'extérieur est à ce point perturbant, déstabilisé, probablement remis en cause, les gens ont besoin de se tourner vers quelque chose qui les ramène à eux en les distrayant. Donc ta question tout à l'heure était vraiment marrante parce que tu demandais à François, en pariant sur le fait que le polar ou des choses plus dures pouvaient avoir reculé. Et en fait, la littérature, chaque livre est une fenêtre ouverte. Et en fait, ça dépend vraiment de ce que les gens cherchent comme émotion. Mais je ne pense pas que le polar ait reculé dans l'absolu. C'est vraiment une échappatoire que les gens ont trouvé dans la lecture. C'était aussi un temps de partage. Je l'ai vécu directement moi. Beaucoup de gens ont acheté des livres. Ça, c'était génial à partir du moment où les librairies ont pu ouvrir. Mais ils ont aussi beaucoup partagé leur lecture à un niveau anormalement élevé. C'est-à-dire que d'un seul coup, dans le cercle des gens qu'on pouvait côtoyer physiquement, qui n'étaient pas forcément ceux de la légalité ou de la familiarité, mais les gens se disaient « Qu'est-ce que tu as lu qui t'a plu? Qu'est-ce que tu aimes lire ?» Et ça a été un temps de transmission. C'est vrai que soudain, les réseaux sociaux avaient un intérêt. On s'échangeait les conseils de lecture complètement sur des réseaux sociaux. Ouais, tout à fait. Ça vous a surpris, ça, que le livre soit à ce point Moi, ce qui m'a surpris, je pensais que le livre papier allait disparaître.
Et avec les tablettes qui sont apparues il y a une dizaine d'années, j'avais l'impression qu'il y aurait un phénomène de substitution, en réalité, qui n'arrive pas du tout. On emmène une tablette simplement pour des raisons de commodité. Lorsqu'on voyage, on ne peut pas prendre 5-6 bouquins. Et donc, on utilise ces tablettes, mais le livre papier garde toute son actualité. Hein, et d'ailleurs, l'évolution du prix du papier pourra peut-être aussi peser sur cette activité. Ça va augmenter le coût du livre. Non, moi, ce que je me propose, je propose de mettre votre texte en ligne. Absolument. Sur notre site internet de la ville. Comme ça, vous n'avez pas tout lu, hein, c'est ça? Vous n'avez pas tout lu? La moitié. Et comme ça, tous les lecteurs qui seront là, vous me le donnerez, ils pourront continuer à le lire, parce que c'est difficile, après un écrivain, de justifier l'existence de la lecture pendant la période de la Covid. Enfin, on s'est tous replongés dans le livre qu'on a tous en réserve, évidemment. Bon, moi, c'était une période spéciale. J'étais en campagne électorale, hein, et on était un petit peu tous perturbés par cette Covid qui perturbait aussi nos stratégies politiques. Hein. Mais on n'a pas lu pour autant des romans politiques. On réfléchissait sur la suite. Mais c'était une drôle de parenthèse dans l'histoire de nos contemporains. Et je suis d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure. Il y avait beaucoup de sympathie pendant cette période, etc. Et tout ça, ça se semble être effacé très rapidement. Et aujourd'hui, émerge plutôt une forme de rejet de l'autre, une certaine agressivité. Et c'est bien dommage. Et le livre peut encore nous aider là. Serge Bloch, alors au niveau de l'image, enfin là aussi, les nouvelles technologies où l'environnement n'a pas tué du tout l'accès au dessin, le dessin papier. Non, pour finir, juste rebondir un tout petit peu sur ce qui s'est dit. C'est vrai que c'est marrant que ce soit le livre qui résistait, enfin, qui semble avoir résisté. Alors, mais c'est vrai aussi, modestement, les musées étaient fermés, les théâtres étaient fermés. Donc en fait, c'est drôle que ce petit objet qui est vieux et qui résiste à la tablette aussi. Je me rappelle de vieux débats il y a des années où les gens demandaient la tablette, elle va remplacer le bouquin, elle va remplacer le livre papier. Et j'ai dit, mais tu fais tomber ta tablette dans ta baignoire, c'est embêtant. Tu fais tomber ton livre. Aussi. Non, mais tu peux le faire sécher sur le radiateur et tu pourras toujours... On sent du vécu. Non, mais en tout cas, pour le dessin, je ne saurais pas dire. Moi, de toute façon, ça fait, ce que je disais avant, ça fait 40 ans que je fais du dessin chez moi. Et que je le partage, et que cette page blanche qui est un peu un rempart entre moi et les gens, et c'est un pont aussi pour les atteindre. Mais c'est vrai que moi j'ai travaillé pendant toute cette période exactement, peut-être même plus qu'avant, peut-être pour oublier que c'était une période pénible aussi, parce que c'est un peu un refuge le travail aussi pour moi. François Séhard, c'est vrai qu'il y a ce paradoxe souligné par Serge Bloch, c'est que ce livre, cet objet, ce moment qui nous isole, qui nous sépare des autres, est devenu un lien. Oui, et puis je pense qu'on peut déjà, pour faire un lien avec ce qui a été dit, évoquer simplement que le livre est peut-être un des seuls produits qui ne trahit jamais ce qu'on attend de lui. Dans sa fonction, dans sa fonctionnalité, dans ce qu'il nous propose, parce qu'il ne s'arrête pas. On le reprend quand on veut, il nous attend si on veut. On peut aller plus vite, on peut aller à la fin, on peut revenir au début. Il est toujours stable, on l'a laissé, on le reprend 2 ans après, le texte est le même. C'est marrant parce que les fabricants de tablettes nous disaient ça. Oui, sauf que... Le livre, il est corné, voilà. Il s'abîme, alors que là, vous retrouvez tout. Ça reste pour moi le seul produit qui ne déçoit pas par les attentes qu'on peut y mettre dedans quand on l'achète. C'est-à-dire que du coup, la projection qu'on va faire avec l'objet, elle sera de toute façon remplie par rapport à nos attentes. Donc ça, l'objet en lui-même, pour moi, est déjà une réponse particulière qui va vraiment dans le sens de cet élément de la continuité, de l'évasion, de la transmission, de la stabilité, qui permet aux gens d'avoir des sources et des valeurs qu'ils vont retrouver à l'intérieur de l'ouvrage, parce que ça leur permet de gagner en stabilité. Et je croyais que tu avais une deuxième partie de ton intervention, mais pas du tout. Non, parce que j'ai oublié ce que tu as dit après. J'ai oublié aussi. Je voulais vous demander, pour finir ce moment introductif à ce 32e Festival du Livre, je voulais vous demander quel serait votre conseil
aux personnes ici de lecture par temps de crise. Puisque, sans vouloir être des défaitistes, on a appris petit à petit à prendre chaque jour après l'autre, peut-être qu'il va nous falloir encore un peu de réconfort et un peu de livres. Quels seraient donc vos conseils de lecture par temps de crise? C'est le cauchemar de questions. Merci, alors j'adore, c'est vraiment c'est les questions que je préfère poser. Hein. Ça, vraiment, c'est les meilleures. Je lis pratiquement que de livres de jeunesse et je suis en train de lire pour un autre table ronde à Montreuil Pour le salon du livre et de la jeunesse à Montreuil, hein, je précise. Des femmes écrivains qui ont vraiment des couilles. Des livres extraordinaires de Claire Castillon. Ça s'appelle Les Longueurs. Elle écrit aussi avec ce que vous dites pour les adultes. Hein, pour les, Oui, voilà. oui, oui, pour les adultes. Claire Castillon écrit aussi avec ce que vous dites pour les adultes. J'ai lu pour adultes Claire Castillon, Son Empire. Et il y a une version jeunesse qui s'appelle Les Longueurs, qui raconte à peu près la même histoire, mais ça sort seulement en 2022. Et bon, je suis une lectrice vorace, je peux rester 2 jours à vous raconter mes dernières lectures. François Séard, conseil de lecture par temps de crise. Il y en a plein. Venez à ma librairie. Dans ma librairie, alors moi, mon conseil de lecture favori, c'est ma femme, puisque c'est elle qui lit beaucoup, et donc qui du coup peut conseiller beaucoup de gens. Je pense que dans les périodes de crise, on peut retourner sur ce qu'on appelle des valeurs sûres, sur des intemporels. Je pense que ça a permis de redécouvrir les grands classiques. Aujourd'hui, vous relisez des pièces de Molière, vous relisez du Balzac, vous retrouvez un certain nombre d'éléments qui vous permet de réidentifier, relire en fait la société, relire les interactions qu'on peut avoir. Et c'est pour ça que c'est des intemporels et qu'on va pouvoir nous retrouver des bases et des choses stables. Et après, moi, de toute façon, dans ces temps de crise, j'ai des lectures particulières qui sont juste 1984 et le meilleur des mondes, mais du coup, c'est pas forcément pour se rassurer, mais bon. Ah oui, j'allais le dire. Serge Bloch, sur cette même question des conseils de lecture par temps de crise. Non, moi, je suis pas très conseilleur en général, mais j'ai eu une grande découverte il y a pas longtemps parce que je me suis plongé dans Shakespeare en français, malheureusement, parce que je me suis fait gronder par Suzy parce que ça peut se lire normalement que en anglais. Oui. Mais Shakespeare, j'ai découvert parce que je travaillais sur un projet d'exposition dans un théâtre et que je voulais me nourrir et j'ai découvert un génie. Donc c'est compliqué à lire parce que le théâtre c'est pas facile, c'est pas très drôle à lire et c'est plutôt agréable à entendre. Mais à quelqu'un de génial, de drôle, de méchant, d'une intelligence incroyable avec des formules qui sont... tous les publicitaires sont dépassés par son intelligence de la formule. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, essayez de vous plonger dans Shakespeare. Oui, quand les enfants me demandent qui est mon auteur préféré, je dis toujours William Shakespeare. Et j'ai un lien de toute une vie avec Shakespeare parce qu'à l'école, on m'appelait Suzy Shakespeare. Et je pleurais parce qu'il avait une barbe. Avant de poser la même question à Gilles, puis de laisser le mot de la fin à Monsieur le maire, je vais juste dire, moi, j'ai découvert François Sagan. Alors, je trouve que Sagan, alors par temps de Covid, wow, c'est formidable. Ça met tout à distance, à la bonne distance, derrière une vitre où il pleut et où on est bien au chaud chez soi. Gilles, tes conseils? Votre réaction à tout, c'est... Elle va complètement dans le sens de ma réponse parce que je me garderais bien de donner des conseils. Oh non. Alors attends, mais bon. 2 secondes. Le livre, c'est d'abord un outil d'échange. On en est la preuve vivante là tout de suite. Et la seule chose que je peux donner aux gens comme conseil, c'est demander aux gens qui comptent pour vous, vos enseignants, vos grands-parents, vos amis, vos voisins, ceux qui ont vraiment un impact dans votre vie, ce qu'ils ont le plus aimé lire. Et découvrez-le. C'est ça le truc. C'est bien. Et la prescription affective, il n'y a rien de plus puissant
il n'y a rien de plus honnête, il n'y a rien de plus intègre. Et quand on parle de puissance, d'intégrité et d'honnêteté, on est à peu près garanti d'un vrai plaisir littéraire. Tout le reste, c'est de la pub. Le mot de la fin, monsieur le maire. Alors, en tant que politique, si un politique écrit un bouquin ou que dit qu'il lit beaucoup, je ne le crois pas trop. C'est une activité qui mange tellement de temps que sincèrement, on a assez peu le temps de lire et encore moins d'écrire. Quand je vois des collègues qui sortent des bouquins, évidemment, ils sont entourés. Et je ne pense pas qu'ils l'écrivent isolés dans leur chambre à 5 heures du matin. Bon, voilà, c'est une réalité. Mais j'ai quand même des bouquins qui m'ont marqué et je pense notamment les Tilleuls de Lautenbach de Jean Hegen, qui était un Alsacien qui a réussi à Paris, qui est devenu journaliste au Canard enchaîné. Hein. Et il décrit un monde que j'ai vécu peut-être jusqu'à l'âge de 5-6 ans, 5-10 ans, et qui aujourd'hui malheureusement a disparu. Évidemment, tout évolue, mais il a bien compris le caractère des Alsaciens et aussi ce mode de vie qui aujourd'hui fait partie du passé. Puis il y a un deuxième bouquin que je conseille à tous les Alsaciens, d'ailleurs il est vendu à côté, là, je crois près de la Nuée Bleue, c'est la psychanalyse de l'Alsace de Hoffet, hein, de Hoffet, du pasteur Hoffet, pour mieux comprendre l'Alsace. Il a été écrit dans les années 50 et il reste toujours d'une très grande actualité. Je voulais en profiter pour demander à Monsieur Crève de venir nous rejoindre. Je sais qu'il ne va pas être content. Manureva aussi, Pelletier, qui est notre adjointe déléguée. Si tout ça s'est fait, c'est grâce à ces équipes, à leur équipe qu'on peut applaudir. C'est un gros travail de logistique qui a été assuré par les services des bibliothèques municipales. Ils le font depuis une trentaine d'années, depuis 32 ans. C'est la 32e édition et ça a été créé par un de mes prédécesseurs, monsieur Gérard, qui était professeur de philosophie. Et d'ailleurs, il a essaimé. Il y a un salon du livre, par exemple, à Győr, en Hongrie. J'avais un jour traversé par hasard la Hongrie. Je m'arrête à Győr et je vois un salon du livre. Je dis, tiens, c'est le même qu'à Colmar. Et lorsqu'on a parlé l'alsacien et le français dans le hall, j'avais compris que c'était dans le cadre de ce jumelage. Vous voyez comme quoi le livre est aussi un élément de lien au-delà des frontières. En tout cas, merci à tous les auteurs de venir ici parce qu'ils prennent sur leur temps. Ils n'en ont objectivement pas besoin pour faire la promotion de leurs livres parce qu'ils ont besoin d'avoir un échange avec leurs lecteurs. Gilles, tu l'as dit aussi. Et hier, j'ai vu Madame Nothomb. C'était vraiment surprenant. Et là, il y a plusieurs centaines de personnes qui attendaient à la bibliothèque municipale pour obtenir un petit autographe. Et puis ce qui était très étonnant, elle prenait 2-3 minutes par personne, elle leur tenait les mains pour échanger avec ce public. Écrivain, c'est quand même un job particulier. Et dans le protocole, historiquement dans le protocole, on plaçait, vous savez qui on plaçait toujours en premier dans le protocole? C'était l'écrivain. Hein, c'était les auteurs, c'était les écrivains qui étaient placés en premier. Et ensuite, c'était le préfet, etc. Vous voyez l'inversion de la valeur des choses, mais à l'époque aussi, les écrivains écrivaient eux-mêmes leurs propres bouquins. En tout cas, merci pour cette belle organisation. Bravo aux auteurs. Et je vous souhaite encore un bon week-end. Et je vous invite aussi à profiter du marché de Noël à Colmar, qui donne aussi de voir de belles pages de notre histoire.